Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour répondre à un commentaire ou à une question qu'on m'avait posée sur mon Facebook de Roberto. Alors c'est une question qui s'interroge parce que c'est un garçon qui a vu qu'il y avait plein de créationnistes qui mettent des vidéos en ligne. Alors je vous lis un peu la question, hein, c'était pour répondre justement à des questions d'évolution et de génétique. Et on va essayer de parler de ça simplement. Alors je ne suis pas généticien, mais je vais expliquer un peu le principe des choses et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Hein. L'évolution est faite pour s'adapter toujours à un milieu qui change et continuer à avoir des véhicules pour abriter la vie, et puis après abriter l'esprit saint qui vient en nous, donc la conscience divine. Hein, on met tout dedans de la religion dans la science. Alors je vais contredire les créationnistes tout en étant profondément croyant en Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, hein, c'est tout. Il n'y a qu'un Dieu, il vit en nous tous. Hein, si on veut, Mohamed est son prophète, si on a envie, en tout cas, il n'y a qu'un Dieu. Mais les lois du monde, les lois physiques, les lois de l'évolution sont les lois divines qui permettent aux êtres de vivre. Hein, et de vivre la relation à l'autre dans un monde qui est cadré par ces lois très strictes. Hein. Le monde nous moule, hein. Nous sommes moulés dans ce monde et nous sommes en fonction de ce moule extérieur qui sont les lois physiques de ce monde, les lois physiques et mathématiques qui entraînent les lois biologiques et physiologiques, hein, que nous subissons. Hein. Nous ne pouvons pas nous en extraire. Hein. Nous évoluons dans un cadre bien précis, hein, dans un cadre bien borné par les lois physiques et les lois mathématiques, toutes les lois que les scientifiques essayent de trouver. Mais ces lois sont des lois qui ont pour but d'amener le monde à la conscience d'être, et une espèce de renouveau, de réveil de la conscience. Hein. C'est-à-dire, Dieu vit sa relation à lui-même à travers ses créatures, et la relation d'amour, si vous voulez. Donc on va parler de génétique un peu. Hein. On va essayer de répondre à ce garçon, et on va essayer de clouer le bec aux créationnistes stupides. Alors, je suis profondément scientifique dans ma façon de penser. Alors, Roberto me disait « Bonjour. Certains créationnistes prétendent que l'évolution n'existe pas, car pour eux, il n'y a pas de fossiles intermédiaires. Qu'est-ce que tu en penses? Comment peux-tu prouver que les humains et tout être vivant évoluent sans fossiles intermédiaires ?» Alors, la raison, l'histoire des fossiles intermédiaires, c'est faux. Il y a plein de fossiles intermédiaires, ne serait-ce par exemple que pour les chevaux. On a toutes les espèces quasiment intermédiaires de chevaux, hein, avec les évolutions, le fait d'avoir les phalanges qui passent à 4, 5, et qui se réduisent à 1, 2, 1, jusqu'à finir par les phalanges des doigts. Hein. C'est des animaux qui marchaient sur le bout des doigts, et puis après, les doigts ont disparu possiblement pour marcher que sur un sabot, qui leur permettait d'avoir une course plus rapide sans se péter les doigts, donc des animaux de plaine qui courent sur des sols relativement plats, très vite, donc des animaux qui vivent en surface plane, sèche, donc de steppe. Hein. Donc les doigts larges pour marcher sur des sols plutôt humides, hein, et les forestiers commencent à ne plus avoir d'importance. Donc on voit une réduction progressive des doigts qu'on retrouve dans les couches... les couches sédimentaires, alors plus elles sont anciennes, plus on va trouver des équidés, on va dire qui marchent au bout des doigts, avec de moins en moins de doigts. Hein. Alors c'est assez marrant à voir. On a quand même quasiment toutes les évolutions intermédiaires. Alors le chaînon manquant. Alors le problème des chaînons manquants, comme on dit, c'est qu'on n'a pas on a souvent les phases intermédiaires, mais sur certaines évolutions, on peut ne pas les trouver très difficilement, entre par exemple le passage, comme il me disait, d'un homme, alors je vais vous le lire un peu, alors moi je lui ai dit, écoutez, je lui ai dit qu'on avait plein de fossiles intermédiaires, donc après il me renvoie, les créationnistes ne croient pas en l'évolution et leurs principes, argumentent le manque de fossiles intermédiaires, que nos organes vestigiaux sont utiles et n'ont jamais changé ni évolué. Oui, bien sûr, on pourra parler des pattes de la baleine. Organes vestigiaux, ça veut dire des organes qui ne serviraient plus à rien et qui sont atrophiés et qui seraient les vestiges d'organes qui auraient servi avant, qui auraient eu une utilité. Donc, ils pensent que tous les êtres vivants ont été créés spontanément et les anciens ont disparu également de façon spontanée. Bon, mais ça, c'est du délire. Hein.
certains diffusent leurs petites vidéos pour défendre cette idée, attaquent la théorie de l'évolution. Oui, on attaque beaucoup la théorie de l'évolution parce que Darwin est incompris et même lui-même s'était trompé sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que Darwin s'était aperçu qu'il y avait une évolution des espèces et lui il pensait qu'il y avait une évolution progressive des espèces. Il ne connaissait pas les mutations, il ne connaissait pas la génétique bien sûr, hein, mais il pensait que les parents passaient leur caractère à leurs enfants et qu'il y avait un changement à chaque fois de caractère et qu'il y avait une évolution progressive et que les caractères les plus adaptés à un milieu, hein, alors, il n'avait aucune notion de la génétique, mais il s'est aperçu que par exemple je ne sais pas moi, un oiseau, les pinsons des îles, les îles où il était allé, là, comment ça s'appelle les Galapagos, hein, il y avait beaucoup d'îles différentes avec des pinsons, il pensait qu'ils venaient de même oiseaux qui étaient arrivés du continent et qui s'étaient adaptés aux îles, et selon les îles, il y avait des conditions de vie différentes, donc il y en avait une avec des noix, d'autres pas, donc le nez des pinsons, le bec des pinsons avait changé, et par exemple un pinson qui avait un bec un peu plus fort pouvait casser une noix plus grosse, et sur cette île il y avait des noix avec des coques plus grosses, donc c'était celui-là qui était sélectionné et qui transmettrait cette qualité à ses enfants, sans parler de gènes. Donc voilà ce qu'il avait trouvé, et lui il pensait que c'était des mutations, il ne pensait pas qu'il y avait des mutations, mais des évolutions très progressives, alors qu'en vérité ce ne sont pas des évolutions progressives, il n'y a pas d'évolution progressive, il y a des évolutions extrêmement rapides, comme je vais vous l'expliquer. Il y a de grandes phases sans évolution de l'espèce et une précipitation de l'évolution sur une certaine période. Donc c'est pour ça qu'on trouve rarement de chaînons manquants et je vais vous l'expliquer. Donc voilà, il diffuse des petites vidéos, voilà, c'est à peu près tout. Peux-tu m'expliquer pourquoi il n'y a pas de fossile intermédiaire entre Homo heidelbergensis et Homo sapiens? Pourquoi il y a des chaînons manquants entre chaque genre Homo? Alors voilà, c'est très simple, on va expliquer pourquoi il y a ces chaînons manquants, entre guillemets, qui ne sont pas des chaînons manquants. C'est tout simplement, on va récapituler le principe de l'évolution, alors sans entrer dans la vie génétique de très profonde. Un être, un organisme, hein, il a l'ADN, son ADN, son acide son ADN, son code génétique, hein. Il y a des mutations qui vont faire qu'il va y avoir des réplications qui vont changer. Donc à chaque fois qu'il y a une réplication, il peut y avoir un défaut et donc ça va entraîner une mutation de son code génétique qui va entraîner des petites déformations qui passera à sa descendance. Donc en général, on suppose, les êtres, hein, nous sommes adaptés à notre milieu dans lequel nous vivons, dans un appartement, dans cette ville. Hein, nous sommes, par exemple, un australopithèque adapté à la savane, ou bien ses ancêtres adaptés à la forêt, on va dire à la savane. Donc il est parfaitement adapté à son milieu, hein, puisqu'il vit dedans depuis des générations. Et donc toutes les mutations qui apparaissent, on a des mutations aléatoires, hein, des erreurs de réplication qui sont assez... qui sont fréquentes, d'ailleurs, qui sont dans la logique, si vous voulez, la logique divine, elles sont obligatoires pour pouvoir avoir une adaptation au milieu. Donc nous avons en permanence des mutations dans l'espèce, hein, dans le groupe dans lequel nous appartenons, hein, qui peuvent être absolument pas déclenchées par le milieu extérieur, hein, qui peuvent être juste des erreurs de réplication. Alors, et ces erreurs de réplication, en général, sont toujours négatives, hein, ne servent à rien. Hein, ça ne sert absolument à rien, ce sont des mutations. On dit qu'il y a des mutations neutres, moi je vous dis qu'il y a tout le temps que des mutations qui sont négatives. Il n'y a jamais de mutations positives, hein, quand une espèce est dans un milieu dans lequel elle est adaptée. Toutes les mutations qui vont venir seront dans des mutations négatives, parce que pourquoi changer une méthode qui marche? Pourquoi changer un individu qui est parfaitement adapté au milieu? Donc en général, les mutations qui arrivent sont tout de suite dégagées. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle les fossiles vivants au fond de l'océan, comme le sélacanthe, hein, qui ont sûrement eu qui ont évolué quand même, mais qui ont très très lentement évolué parce que leur milieu n'a jamais changé, donc ils ont à peu près la même gueule qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'années, leurs ancêtres il y a plusieurs dizaines de millions d'années, donc peu de mutations ont été sélectionnées, les nouvelles mutations ne sont pas sélectionnées vu que le milieu ne change pas. Mais si le milieu vient à changer, il y a à ce moment-là une sélection des mutations les plus appropriées à ce nouveau milieu. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on voit qu'il y a une accélération
de la transformation de l'espèce, hein, quand le milieu se met à changer pour une raison X ou Y, je ne sais pas moi, le changement de climat, moins de pluie, savane plus sèche, hein, vous voyez. Donc à ce moment-là, il y a des mutations qui apparaissent qui vont être, celles qui étaient négatives, hein, vont devenir positives, et les anciennes qui étaient positives, les anciennes, les réplications normales, deviennent moins adaptées, et à ce moment-là, il y a une sélection des mutations les plus adaptées qui se transmettent ensuite d'une façon très rapide dans la population parce qu'elles donnent un avantage, hein, à celui qui l'a pour survivre, hein, c'est pour la survie. Donc voilà, donc à ce moment-là, mais mieux encore, le fait d'avoir un milieu qui change, hein, donc le milieu qui change, entraîne du stress, entraîne une confrontation au milieu qui va, par le stress, par le fait d'être confronté à ce milieu qui change, entraîner des modifications physiologiques, hein, générées par l'angoisse, par le stress, générées par la pénurie d'eau, par exemple, par beaucoup de choses qui vont générer chez l'individu des dégradations, hein, le stress n'est jamais très bon, mais qui vont accélérer ces dégradations, vont accélérer les mutations, donc, qui sont en général négatives, hein, mais dans ces mutations négatives, hein, le stress est très mauvais, hein, ça va dégrader, ça peut dégrader le patrimoine génétique d'un individu, hein. Ça peut lui générer, on va s'en apercevoir, ça va générer, alors c'est pas le coup de la girafe qui tend sa tête, et à force de vouloir tendre sa tête d'une génération en génération, elle va avoir une grande tête de girafe, ça c'est un mythe, c'est le délire c'est la marque, hein, c'est ça, donc c'est pas du tout, c'est faux, le désir, le désir ne va pas générer des mutations, hein, c'est le stress, c'est l'angoisse qui va générer des mutations, c'est donc la confrontation à un milieu changeant, donc le milieu lui-même va sélectionner les gens qui ont des mutations aléatoires, tout le temps des mutations aléatoires, hein, l'organisme, des mauvaises réplications, mais ça va aussi accélérer la vitesse de mutation. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a un changement de l'espèce qui se passe d'une façon très très rapide, ce que Darwin n'avait pas vu. Darwin ne connaissait pas la génétique, il pensait que c'était des mutations progressives qui arrivaient à un individu, qui avait une lente évolution de l'espèce. Donc Darwin s'était trompé, il y a des paliers, hein, où l'espèce est stable, où les mutations ne sont pas sélectionnées, toutes les mutations sont négatives, mais quand le milieu change, dans ces mutations, il va y avoir des positifs qui vont remplacer les caractéristiques anciennes des parents, et vont prendre les nouvelles caractéristiques qui restent. Alors il y a des mutations qui sont, comme on dit, des caractères, comment dire, s'ils appellent ça en épigénétique, c'était pas le sujet de ma vidéo, mais il y a des caractères qui sont dormants, si vous voulez, et qui vont se réveiller en fonction du milieu. Le milieu va déclencher justement une accélération peut-être, et un réveil de ces mutations qui vont être à ce moment-là sélectionnées. D'ailleurs la maman, par exemple enceinte, on s'était aperçu de ça en 1944, je crois, 44, 45, je ne me souviens plus, en Hollande, que les mamans, il y avait eu la Hollande qui avait été punie sévèrement par l'Allemagne, et l'Allemagne avait fait un blocus, et les gens avaient subi une disette énorme, la famine hollandaise, hein, cette période-là, et il y avait des femmes enceintes qui, à ce moment-là, des femmes qui portaient des bébés, qui ont été très 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 carencées, hein, et on a vu que les femmes qui étaient très carencées avaient généré des enfants qui avaient tendance, hein, à être obèses, alors à faire du diabète, mais aussi à être obèses, donc on voyait que c'était une espèce de remise dans le circuit, hein, de caractéristiques, qui permettent de s'adapter à un nouveau milieu. Donc c'était l'obésité et en général pas le diabète, mais le fait de stocker plus de gras permet peut-être à des enfants de survivre si les carences continuaient, c'est-à-dire qu'on stocke du gras pour les utiliser. Donc un individu qui devient plus gras, qui stocke plus de gras, hein, peut survivre plus facilement en cas de carence parce qu'il a des réserves énergétiques. Malheureusement, s'il vit dans un monde avec de l'abondance, il va souffrir de diabète et de maladies dues à la surcharge pondérale. Mais en cas de carence, en cas de famine, c'est un avantage certain. Vous voyez, donc c'est une mutation qui est valable, mais qui est valable que dans certaines conditions. C'est toujours comme ça. Donc, vous voyez, on s'aperçoit que, par exemple, le milieu peut influencer
le patrimoine génétique en refaisant ressurgir, hein, en accélérant des gènes qui sont dormants, et le fait d'avoir des carences, hein, donc il y a des gènes non exprimés, hein, ils appellent ça des gènes exprimés, des gènes non exprimés, hein, donc des gènes qui ne s'expriment qu'en fonction d'un certain milieu, hein, donc c'est très très intéressant. Alors je ne suis pas spécialiste, mais c'est à peu près le fonctionnement. Alors pourquoi on ne trouve pas de chaînon manquant? Bah, tout simplement parce que ces mutations, ces changements morphologiques, hein, souvent des changements morphologiques qui sont en vérité que des accélérations du plan, des accélérations de montage du plan d'ensemble d'un individu, hein. Il n'y a pas un plan pour un œil, il n'y a pas un plan pour un nez, hein, c'est pas une mutation qui va faire apparaître un nez sur le visage, c'est une mutation par exemple qui va faire que vous allez avoir une accélération du développement des cellules et des cartilages de cette zone-là, de cette zone du nez. Donc le nez va pousser en avant, hein, donc vous allez avoir sur le plan une modification qui va faire que votre nez va être un peu plus grand que le voisin, et ça va apporter un avantage. Par exemple, si vous êtes en milieu poussiéreux, bah, le nez pousse en avant parce que le nez d'un milieu humide il est là, et s'il pousse, bah, il va finir, il va pas pousser en largeur comme ça en champignon, il va pousser vers l'avant, il va se resserrer vers l'avant, les cloisons vont être les unes contre les autres et les poils vont se bloquer, et vous êtes en milieu poussiéreux, ça va vous apporter un avantage en bloquant les poussières, surtout si en plus vous avez une mutation qui accélère, par exemple, la prolifération des cellules nasales sécrétant du mucus, donc vous aurez plein de crottes de nez qui empêcheront, il y a un grand nez avec des poils dedans, qui empêcheront par exemple dans un milieu poussiéreux d'avoir plein de poussière dans les sinus, de faire des sinusites, hein, de faire des bronchites et de finir avec une maladie pulmonaire, hein, qui risque de vous handicaper et de vous empêcher de transmettre vos gènes. Donc c'est pour ça par exemple que les Saoudiens ont souvent un grand nez comme ça, parce que ce sont des gens qui vivent dans un milieu désertique. C'est pour ça que les Noirs, ils ont un petit nez aplati très large, hein, comme Kegreen, avec des narines qui sortent comme ça, parce qu'il n'y a pas de poussière, donc ils n'ont pas besoin d'avoir ce nez avec des poils dedans, hein, et eux, ils respirent un air humide, donc un air humide, ils n'ont pas besoin d'un air humide, et donc un air sans poussière, parce que comme il pleut beaucoup, la poussière part à chaque fois dans ce milieu humide. Donc les Noirs d'Afrique subsaharienne humide, bien sûr, donc on a un gros nez, et puis les gens qui vivent dans le désert, un petit nez, donc on a dans le désert un grand nez plutôt, les cartilages sphériques. Donc vous voyez, c'est des mutations, donc ça joue, mais quand il y a un changement de milieu, ces mutations sont sélectionnées très 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 vite. On s'en est aperçu par exemple sur certains lézards, hein. Il y en a un récemment qu'on a découvert, il avait introduit des lézards dans les petites îles de... comment ça s'appelle, au large de la Serbie, au Monténégro, au-dessus, Croatie, je crois, dans les petites îles de Croatie, il y a des lézards terrestres qui ont colonisé certaines petites îles, et on s'est aperçu qu'ils avaient une transformation très très rapide de leur morphologie, parce qu'ils s'étaient habitués justement très rapidement à un nouvel endroit, avec un nouveau milieu. Pareil pour les Antilles, il y a 2 études qui ont été sorties récemment, on s'est aperçu qu'il y avait une mutation très rapide au niveau de la couleur, au niveau de la forme des pattes, hein, donc une sélection des mutations les plus appropriées, alors que ces lézards étaient restés quasiment inchangés depuis on va dire des centaines, voire des milliers d'années, dans leur milieu où ils étaient auparavant. Il y a eu un changement de milieu, ils ont été transportés dans des îles, et là on a vu qu'il y avait une adaptation très très rapide. Donc pareil pour les hommes, les sélections des mutations se font très vite, donc du coup, on ne trouve pas les phases intermédiaires, hein. Donc on ne trouve pas les phases intermédiaires dans la forme du crâne, dans la taille des jambes, hein, dans la forme du bassin, particulièrement pour comment ça s'appelle, les australopithèques, où il y a un changement de bassin qui part d'un changement de bassin comme un singe, hein, et avec un changement donc très haut, très long, avec un changement de bassin, où on voit un changement de bassin de coureur, hein, avec un bassin court, hein, de marcheur, très bon marcheur, et avec un os iliaque, hein, déporté vers l'arrière, le sacrum vers l'arrière pour attacher les puissants fessiers, pour pouvoir sprinter jusqu'à l'arbre dans une plaine, hein, dans une savane où il y a des grands fosses, alors qu'en forêt il n'y en a pas. On voit qu'on passe d'un bassin de singe à un bassin d'homme très rapidement, sans les phases intermédiaires. Pourquoi? Parce que ça s'est passé sur une période très courte en temps, et ce qui fait qu'au niveau sédimentaire, on ne peut pas trouver ce qu'on appelle le chaînon manquant, hein, particulièrement sur le bassin australopithèque, bassin d'ancêtre de singe. Pourquoi l'ancêtre singe avec un grand bassin comme les gorilles ou les chimpanzés, très haut, très plat, hein, et pas de taille marquée? Pourquoi? Parce que ce changement a dû se faire très 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 rapidement en savane, et c'est quasiment impossible sur quelques milliers d'années de trouver un fossile. Par contre, quand l'espèce se stabilise dans un milieu de savane, hein, où il est enfin adapté, il va se stabiliser pendant plusieurs centaines de milliers d'années, donc sur beaucoup de couches géologiques. Donc la probabilité de trouver le chaînon manquant où il y a eu cette transformation très rapide est quasiment
impossible à trouver. Donc c'est tout ça une question de logique, de temps. Donc voilà. Donc cette évolution est encore en cours devant nous. Hein. Par exemple, tiens, je voulais parler de l'alcoolisme. Hein, tiens, on va parler plutôt du bisphénol, des troubles hormonaux développés par le bisphénol. Hein, ou le bisphénol A, bisphénol B, je me souviens plus. Alors ça provoque des troubles hormonaux chez les petits garçons, hein, je crois peut-être chez les petites filles aussi, mais c'est peut-être moins gênant chez les petites filles, qui font qu'ils ont, ils ont tendance à aromatiser, ils ont tendance à faire plus d'hormones femelles et avoir une espèce de stérilité, je crois, je sais pas. Bon, ça va générer des troubles hormonaux. Alors ces troubles hormonaux, qu'est-ce que ça va faire? Ça va empêcher un petit garçon d'être un mâle alpha, d'être un bon dragueur qui va aller voir les filles, parce que s'il est plein d'estrogène, hein, il va être un peu ramollo, il va avoir envie qu'on le caresse, d'être pris dans les bras, et son taux de testo sera plus bas. Donc il aura peut-être moins de tendance à aller courir les filles. Donc c'est un peu gênant, et ça risque de faire aussi peut-être un inverti, ou quelqu'un qui sera plutôt peut-être attiré par les hommes plutôt que par les femmes, et ça va peut-être déboucher sur une homosexualité masculine, pas féminine, mais masculine au moins. Des troubles hormonaux, je ne connais pas exactement, moi, hypothèse, parce que je ne me suis pas penché là-dessus. Mais l'histoire, c'est que si jamais un petit a certaines mutations génétiques, hein, qui fait qu'il n'est pas tellement réceptif à ce bisphénol et qu'il ne va pas avoir de gros troubles hormonaux en buvant de ce bisphénol dans les biberons ou en mangeant dans les boîtes de... Vous savez, c'est le revêtement dans le plastique, hein, je crois, et qui ne va pas générer de graves troubles hormonaux, ce petit garçon aura plus de chances de se retrouver transmettre ces gènes résistants au bisphénol. Et on s'aperçoit qu'on a souvent dans notre société actuelle, on dit qu'il n'y a plus d'évolution, mais si, il y a encore une évolution, ne serait-ce que nos résistances aux toxiques, hein, aux toxiques du monde. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui va faire une crise d'asthme quand il va passer dans ou un petit garçon qui va être asthmatique parce qu'il vit en ville dans une zone avec beaucoup de gaz d'échappement, hein, beaucoup de particules fines de diesel, risque de faire de l'emphysème pulmonaire, risque de faire des problèmes pulmonaires et cardiaques qui vont le gêner, et certains vont même mourir de crise d'asthme. Donc ces petits qui vont faire des réactions allergiques et des réactions en sécrétant trop de mucus par rapport aux particules de calamine, aux particules de pollution, et puis au gaz aussi, des fois au gaz dans les villes, monoxyde de carbone, tout ça, vont avoir peut-être des problèmes. Et ceux qui font de l'asthme, vont des fois moins bonne santé, des partenaires moins valables, hein, pour un mâle ou une femelle, et ne vont pas forcément transmettre leur gène. Donc ceux qui résisteront à la pollution vont à ce moment-là pouvoir transmettre leur gène plus facilement. Il en va de même pour les alcooliques. Par exemple en Russie, hein, j'aimais bien parler des alcooliques russes, hein. Chez les Russes, il y a une forte sélection sur les résistants à l'alcool, parce qu'il y a eu un alcoolisme endémique. Alors l'alcool, tout le monde en boit, hein, là-bas, et évidemment, quand vous voyez un Russe qui se bourre la gueule, il est sous en buvant beaucoup plus de vodka qu'un Français de base, parce que essayer de boire comme un Russe, vous allez voir ce que c'est. Vous aurez à peine fini votre demi-bouteille de vodka que vous serez par terre avec un coma éthylique ou en train de geler dehors dans la rue, alors que le Russe, il pourra terminer sa bouteille, il tiendra encore debout, un peu éméché, un peu agressif. Hein. Donc il y a une sélection, et pourquoi? Parce que tout simplement, les Russes qui n'étaient pas résistants à l'alcool sont morts et ont transmis leur gène de résistance à l'alcool à leurs enfants. Alors il y a des tas et tout ce que vous voulez, mais on voit bien qu'il y a eu un alcool endémique qui est là depuis au moins 200 ou 300 ans, peut-être plus, je ne sais pas, on va dire 200, 300 ans, on va dire 200 ans, hein, ou 150 ans, on va dire depuis 150 ans, et il y a quand même eu une sélection sur les résistants à l'alcool, même si c'est de la merde. Ceux qui résistent plus à l'alcool ont plus puisque tout le monde en buvait quasiment, ont plus de chances de transmettre leur gène, hein, et c'est pour ça que souvent les Russes résistent bien à l'alcool. Donc voilà, parce qu'il y a eu une sélection qui s'est faite sur les plus résistants, alors que nous, on boit quand même moins d'alcool fort, peut-être dû à l'hiver. Alors, ce que je voulais dire, c'est que au niveau génétique, hein, tout comportement, même au niveau culturel, hein, tout comportement qui perdure, hein, c'est comme les mutations, est obligatoirement positif pour le groupe, parce que la nature élimine d'office toutes les mutations négatives, hein, ou tous les comportements négatifs. Donc si l'on retrouve de l'alcoolisme et de l'alcool dans nos sociétés, donc dans nos sociétés occidentales, c'est que cet alcool doit avoir un effet positif sur le groupe, malgré ses effets négatifs, qui sont les accidents, qui sont les maladies cardiovasculaires, les cirrhoses du foie et tout le pataquès, qui sont extrêmement dangereuses et qui causent des milliers de morts. Mais si l'alcool s'est conservé, c'est qu'il doit, parce que toute chose qui se conserve dans une société
a obligatoirement, comme la génétique, hein, toute particularité physique qui se conserve dans une population est obligatoirement positif, il n'y a jamais rien de neutre. Hein, il n'y a que du positif ou du négatif, peut-être un petit peu négatif, très négatif, moyennement négatif, mais il n'y a jamais de neutre, hein, ça n'existe pas. Hein, il n'y a que du négatif ou du positif, et tout comportement ou toute mutation qui se conserve est quelque chose qui est positif pour le groupe, pas forcément pour l'individu, mais pour le groupe. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver de positif à l'alcool? Alors l'alcool, qu'est-ce qu'il y a de positif? Tout simplement que l'alcool dans des sociétés organisées, on va arriver là aux merveilles de l'alcool, c'est malheureux à dire, mais c'est un mal pour un bien. Moi, je ne bois pas d'alcool, je suis contre l'alcool, hein, mais j'explique pourquoi l'alcool est bien. Je ne vais pas défendre les vendeurs de vin, mais tout simplement, l'alcool a beaucoup d'avantages dans des sociétés très très organisées, hein, comme nos sociétés européennes, des sociétés très organisées, très hiérarchisées, où les gens sont souvent inhibés parce qu'il y a une organisation hiérarchique qui permet en vérité à ce groupe de survivre dans un milieu très particulier qui est le milieu occidental, avec un hiver très rigoureux, où le groupe a besoin d'être très très uni pour affronter la mort de la nature, et après l'été on cultive, on met de côté, on engrange, avec une obligation d'avoir dans ces milieux à hiver une organisation sociale, hein, très 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 stricte. Hein. Alors attention, en Afrique ils ont aussi de leur drogue, tout ce que vous voulez, mais c'est pas tout à fait la même organisation. Mais l'alcool en Europe a comme fonction, pas du tout, a comme fonction justement de désinhiber, hein, pour que ces gens puissent passer cette inhibition qui permet au groupe de fonctionner, hein, d'avoir les dominants, les dominés, et d'accepter son rôle de dominer, hein, tout simplement, et d'accepter le stress d'une société hiérarchisée où on reçoit des ordres, où on ne peut pas bouger à droite, à gauche, donc d'accepter d'être bridé dans sa nature animale, hein, c'est-à-dire obligé d'obéir. Donc l'alcool permet dans certains moments de désinhiber les gens, et c'est pour ça que en soirée, Kevin alcoolisé devient un mâle alpha, et il peut baiser Germaine alcoolisée, qui elle se donnera à lui sans problème, alors que dans la vie de tous les jours, Germaine est très hautaine, et puis Kevin est un petit esclave dans une entreprise du tertiaire. Hein. Voilà à peu près le fonctionnement et la valeur de l'alcool qui permet justement de désinhiber les esclaves pour en faire des êtres reproductifs qui pourront à ce moment-là créer des petits hommes qui à ce moment-là pourront travailler dans une société très hiérarchisée, très organisée. Ce sont des sociétés de fourmis pour survivre dans un milieu rude qu'est l'Europe, pas rude l'été, rude l'hiver, donc un milieu avec la mort de la nature. Donc voilà la fonction de l'alcool. La fonction de l'alcool est une fonction désinhibitrice, mais une fonction terrible qui tue aussi des milliers de personnes sur les routes, qui crée des drames sociaux, qui crée l'alcoolisme, qui crée la déchéance, mais bien sûr des fois la déchéance après avoir transmis ses gènes, hein, en sachant que voilà, vous vous alcoolisez parce que vous êtes dans un milieu rude et que vous avez besoin de décontractants et de désinhibiteurs. Donc on se désinhibe pour devenir quelque temps le mâle alpha qui pourra transmettre ses gènes, alors que la structure hiérarchique vous a habitué à être un dominé passif qui obéit aux ordres. Hein. Donc voilà le rôle de l'alcool. L'idéal, c'est de se désinhiber naturellement, hein, mais voilà le rôle. Alors, comme pour les gènes, l'alcool, hein, je suis venu à l'alcool. L'alcool a une fonction, a quand même une fonction dans notre société, comme pour les gènes. Des gènes qui peuvent paraître négatifs à certains endroits sont petits. Donc voilà, je voulais juste expliquer ça. Alors voilà pourquoi les Russes, hein, par exemple, qui sont dans une société qui est relativement organisée, hiérarchisée, hein, comme ils fonctionnent les communistes, hein, c'est très dur, hein, c'est avec des groupes de mecs qui sont très violents, mais en même temps avec un État dur, on voit Poutine, on voit tout ça, derrière les mecs ils boivent pour survivre à un milieu hostile et rude, hein. Et voilà, puis aussi le facteur que quand il fait froid, l'alcool c'est facile, c'est un vasodilatateur qui permet de ne pas trop sentir le froid, hein, et de mieux tenir au début, parce qu'après on s'endort et on meurt gelé. C'est pour ça que les Saint-Bernard dans les Alpes, ils avaient des bidons, ils allaient chercher les gens, ils leur apportaient un bidon d'alcool pour les réchauffer quelques temps. Il y a du sucre et de la calorie, puis en même temps c'est un vasodilatateur qui permet de tenir au froid.
Alors voilà, c'est le rôle de l'alcool. Et puis c'est pour ça, par exemple, il y a des populations qui tiennent moins bien l'alcool parce qu'ils n'y ont pas été exposés, donc il n'y a pas eu de sélection aux gens résistants à l'alcool. C'est sûr qu'un mec qui prend de l'alcool et qui pète ses plombs, hein, donc génétiquement qui pète des plombs parce qu'il n'a pas une résistance à l'alcool, va être vite éliminé, soit qu'il ira en prison, soit qu'il va mourir dans une rixe, soit qu'il va nous faire rapidement, je sais pas, une rupture d'anévrisme, un cancer, un cancer du foie, ou une maladie ou une folie parce que son cerveau ne supporte pas les vapeurs d'alcool. Donc voilà, donc une faiblesse. Donc on voit qu'il y a des sélections. Alors par exemple, au Maghreb ou même au Moyen-Orient, c'est pas étonnant que ça ait été interdit, par exemple que le prophète Mohammed ait interdit l'alcool, parce que visiblement, d'abord, ils n'en ont pas besoin, ils ne sont pas un pays froid, et en plus, les gars devaient avoir des réactions à l'alcool qui ne devaient pas être top, hein, donc ça devait être un poison à interdire vraiment, hein, et que les mecs, ça devait être une drogue terrible, c'est un peu comme les Indiens les Indiens d'Amérique, hein, qui, eux, ont un problème à l'alcool, à la métabolisation de l'alcool, hein, c'est génétique, alors ils n'y ont pas été exposés, hein, donc, et quand ils prennent de l'alcool, on les appelle ça l'eau de feu, et ça les détruit complètement, et ça en fait des épaves très rapidement. Donc c'est évident que ces gens-là ne supportent pas l'alcool, il faut éviter, hein, l'alcool est endémique dans certaines régions, par exemple en Alaska chez les Indiens, hein, c'est une catastrophe l'alcoolisme là-bas, parce que les mecs, quand ils prennent de l'alcool, ils deviennent tout de suite accros, et puis ça les rend épaves tout de suite. Alors par exemple, chez les gens du Moyen-Orient, même les Maghrébins un peu quand même, hein, ça peut rendre des gens très très agressifs et ils partent très vite à l'alcool et ils ont du mal à le supporter. Hein. Je sais que j'étais là récemment en soirée, il y avait en face de moi un Saoudien, normalement ils ne boivent pas d'alcool, ils ont un prince saoudien et ses amis, il a bu 2 verres de vin, le mec il commençait à être complètement défoncé, vous voyez qu'il ne tenait pas. Hein, et ça devait agir sur lui comme une drogue, parce que ce sont des peuples qui ne sont pas habitués à cette drogue. Hein, c'est une drogue, il y a une sélection. Mais comme toute drogue, si elle se conserve dans un groupe, c'est qu'elle a un côté positif, et le côté positif, c'est de désinhiber l'esclave dans une société hiérarchisée, pour qu'il puisse se reproduire. Hein, voilà. Parce que quand il rentre après au bureau, il est l'esclave qui baisse la tête et qui arrondit le dos devant le patron et qui obéit aux ordres, pour le bien d'une société hiérarchisée, bien sûr. Hein. Qui devra affronter l'hiver, qui est basé sur l'accumulation calorique. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous voyez, on est passé de la... Donc voilà, c'était sur la théorie de l'évolution, sur la génétique. Donc voilà pourquoi on ne trouve pas de chaînons manquants, parce que c'est des couches géologiques très fines, hein, que les mutations, que les sections des mutations qui font changer l'espèce vont très très vite, et qu'en général, les mutations sont en général pas du tout sélectionnées, sauf quand il y a un changement de milieu. N'oubliez pas que nous sommes la mémoire génétique de notre espèce, hein, et nous sommes notre confrontation au milieu, un milieu qui change, et cette confrontation au milieu agit sur notre patrimoine génétique en le modifiant, mais notre patrimoine génétique est fait aussi pour se modifier d'une façon aléatoire en permanence, pour s'adapter à un changement de milieu et créer un véhicule à chaque fois qui sera mieux adapté par la sélection naturelle, la sélection des gènes les plus adaptés au nouveau milieu. Donc, et pour accueillir l'esprit de Dieu, hein, pour les créationnistes qui croient en Dieu. Moi aussi je crois en Dieu, mais je ne suis pas créationniste. Hein. Je pense que les lois du monde sont les lois de Dieu, hein, les lois de physique du monde sont les lois de Dieu, et qu'elles n'ont que pour but de faire émerger la conscience pour que Dieu s'émerveille de sa grandeur et que Dieu vive la relation d'amour à l'autre et ne soit plus seul à hurler dans les ténèbres. Voilà. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez compris un peu la génétique. 33 minutes, c'était beaucoup plus long que prévu. Je suis parti à droite, je suis parti à gauche, mais j'espère que vous comprenez maintenant les lois du monde et les lois de Dieu et les lois de la génétique, de l'épigénétique, des caractères exprimés ou pas, et du fait qu'on ne trouve pas de chaînon manquant ou rarement, mais du fait aussi que on trouve quand même les étapes intermédiaires fréquemment, mais des fois c'est plus dur de trouver les étapes entre deux changements. C'est pour ça qu'on a souvent des couches, parce que, comme je le dis, on va le répéter encore, dans un milieu stable, il n'y a pas de sélection des mutations, puisque les bonnes mutations sont déjà là, donc on se retrouve avec une stabilité morphologique de l'individu, donc des fossiles qui restent très longtemps les mêmes, et après ça change, parce que dans la couche intermédiaire, on n'aura pas le temps, ça s'est passé tellement vite qu'il est très très difficile de trouver les variations de l'espèce pour avoir ce changement morphologique et faire un fossile différent. Voilà, c'était Fred Delavier, 34 minutes, à bientôt!